bientôt commencer. Nous allons commencer. Il est l'heure. Nous allons reprendre la séance. Nous allons commencer la seconde partie. Excusez-moi, je m'étais trompée de l'heure de la reprise. Nous allons reprendre à 13h50. En fait, nous avons réécrit plusieurs fois le programme à cause du décalage horaire et donc j'ai regardé la vieille version. Excusez-moi pour cela. Donc, la table ronde s'intitule également « Perspectives et enjeux de l'éducation plurilingue au Japon ». Je vous présente les intervenants de la table ronde. Professeur de littérature de l'université de Ritsumeikan, la professeure Kiyota, et ensuite professeure adjointe du département international, la professeure Saeri Yamamoto. Lors de la première partie, nous avons parlé l'un des enjeux, c'était la difficulté de partager l'importance du principe ou bien des théories du plurilinguisme. Et dans la seconde partie, nous allons essayer de réfléchir sur comment faire pour pouvoir partager ce plurilinguisme au Japon au sein des parties prenantes. Y a-t-il de bonnes solutions ? Je pense que nous pourrons avoir des pistes en écoutant l'intervention de Mme Kiyota et de Mme Yamamoto. Et comme j'ai déjà lu leur intervention, elles nous montrent des exemples concrets pour trouver des solutions. Donc j'espère que ceux qui nous écoutent réfléchiront à ce qui pourrait être des solutions à ce problème. Et la piste, la clé, c'est le vécu. Bonjour madame, bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Kiyota de Ritsumeikan. Je vais faire un partage d'écran. Est-ce que vous avez l'écran? Donc c'est une vidéo, donc vous allez écouter la vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kiyota de l'université de Ritsumeikan. Aujourd'hui, je vous parlerai de la façon dont on relie le soutien à l'apprentissage de la langue nationale dans les classes de soutien des étudiants internationaux, que je dirais classe internationale, et les cours de japonais dans leur classe avec les autres élèves. Je me pencherai particulièrement aux liens en termes de contenu d'apprentissage. Voici tout d'abord, pour commencer, les conditions de mon intervention. Je vous parlerai d'enfants qui sont venus au Japon pendant leur scolarité en primaire et en secondaire et qui ont commencé l'apprentissage du japonais. Récemment, la nationalité des élèves s'est diversifiée, leurs profils se sont diversifiés et nombreux sont ceux qui sont nés et ceux qui ont grandi au Japon. Mais je n'en parlerai pas aujourd'hui car leurs besoins sont différents. Le nombre d'enfants qui sont venus de l'étranger et qui n'ont pas le japonais comme langue maternelle. Voici les chiffres. Selon les études du ministère de l'Éducation, en 2018, ce chiffre s'élevait à 40 485. Ce sont des élèves qui ont besoin de soutien du japonais. Une hausse de 6 000 élèves depuis la dernière étude en 2016. On constate donc une tendance haussière. La plupart de ces enfants vont à l'école primaire ou à l'école secondaire locale. À l'école, on place ces élèves qui ne parlent pas un mot de japonais dans les classes dites internationales. Donc, on les retire des cours de leur classe. C'est un apprentissage par étapes. Dans un premier temps, on leur apprend les bases en japonais pour qu'ils puissent s'adapter à la vie à l'école. Ensuite, on leur apprend les bases du japonais, lire et écrire par exemple. Enfin,
ils évoluent pour apprendre les matières scolaires. Mais souvent, le passage des cours de langue aux cours de matière est difficile. Parfois, ça ne se passe pas comme prévu. Et c'est le problème de cet enseignement qui procède par étapes. Nombreux sont ceux qui ont des difficultés à suivre les cours avec les autres élèves, même après avoir acquis les bases linguistiques. Par ailleurs, l'apprentissage des matières qui se faisaient dans leur langue maternelle est suspendu pendant la période de l'apprentissage du japonais, ce qui signifie une interruption du développement cognitif pendant une période. Comment enseigner les matières aux élèves étrangers? C'est la question que l'on se pose. Ces problématiques ont émergé à la fin des années 1990 et plusieurs méthodes d'enseignement ont été développées. Je me focaliserai sur la méthode d'apprentissage et formation complémentaire des matières en utilisant la langue maternelle et le japonais. Cette méthode a pour fondement théorique le principe d'interdépendance entre les deux langues de Cummins. La compréhension des cours se fait à l'aide de leur langue maternelle. En même temps, ils apprennent le japonais. Ils gardent et en même temps améliorent leur capacité linguistique dans leur langue maternelle. Ce soutien se fait comme un cours de préparation aux cours traditionnels. Donc, ça se fait par exemple dans des cours locaux. Donc, c'est vraiment une anticipation. C'est une préparation aux cours de classe. Ce soutien est composé d'un enseignement dans leur langue maternelle et en japonais. Donc, on anticipe le cours en classe. Ils passent autant de temps dans leur langue maternelle qu'en japonais. Au collège, ce sera 30 minutes dans leur langue maternelle et 30 minutes en japonais. Voici une photo de cours dans leur langue maternelle. Sur ces diapos, là, vous avez l'assistant l'anglais et les élèves philippins. L'assistant est philippin et lui-même est venu au Japon en primaire. Donc, il est originaire des Philippines. Une autre photo de cours de soutien chinois. Vous avez l'assistant et ses élèves. L'assistante est une maman chinoise qui a émigré au Japon. Les assistants sont assurés par des étudiants, des Japonais qui parlent couramment la langue des élèves. Voici un texte utilisé lors des cours dans leur langue maternelle. Ce texte est la traduction d'un texte utilisé en cours de japonais de leur classe. C'est une traduction vers le portugais d'un texte pour les élèves de 3e, Le chant de cigale. Ils vont étudier le texte avec des questions dans leur langue maternelle, 4 à 5 questions pour comprendre le texte. Donc, ce sera par document, 4 à 5 questions par document. Les élèves et l'assistant vont discuter des questions posées dans leur langue maternelle. Ensuite, ils vont écrire ce qu'ils ont compris en portugais. Enfin, c'est une photo de cours en japonais. Sur la diapo, vous avez les élèves philippins et chinois qui étudient ensemble en japonais. Les assistants de langue étrangère y assistent également pour aider les élèves. En cours de japonais, ils vont utiliser des manuels qui correspondent à leur âge et répondre à des questions en japonais. Sur la diapo, vous avez un exemple des questions. Pour ceux qui viennent d'arriver au Japon, il y a plus de QCM pour qu'ils aient moins à écrire. Suivant leur niveau de japonais, les questions vont évaluer. Il y aura plus de réponses par des mots ou par des phrases, par exemple.
Ici, je souhaiterais souligner la particularité de la matière langue nationale, Kokugo. Dans la norme de l'éducation, on dit que l'objectif de la langue nationale est de bien comprendre le japonais et de bien pouvoir s'exprimer. C'est donc une matière qui se base sur la compréhension et l'expression linguistique. Et dans le processus de cet apprentissage, il vise aussi à enrichir les points de vue et à approfondir les réflexions. Et quel est l'intérêt pour les élèves étrangers d'apprendre la langue nationale et d'y participer? Tout d'abord, le développement de compétences linguistiques étrangères pour l'apprentissage. L'apprentissage de langue japonaise, du kokugo, se fait autour de 4 axes. Deuxième point, le développement cognitif. Approfondir la faculté de penser par le biais de compréhension de textes tout en bénéficiant des connaissances évoquées dans les textes. Troisième point, stimuler l'imagination et l'empathie. Ce, en imaginant les personnages et le contexte décrit dans le texte. Donc, ça permet de nourrir l'imagination et l'empathie. On espère aussi que l'intérêt pour le texte motivera les élèves. En revanche, la difficulté de la matière kokugo, de la langue nationale, est que la compréhension se fait principalement par les mots avec très peu d'éléments de contexte. De plus, à partir de CM2, les notions abstraites sont évoquées et c'est cognitivement parlant difficile à comprendre. Et c'est pourquoi, sur le terrain, nombreux sont ceux qui pensaient que le japonais est difficile, on étudie seulement les maths et l'anglais comme on n'a pas assez de temps jusqu'au concours d'admission à l'université. On renonce au japonais car cela ne sert à rien. C'était un peu le consensus entre les élèves et les enseignants. J'aimerais vous parler du modèle d'apprentissage complémentaire. Quelles sont les questions abordées dans les cours dans leur langue maternelle, les cours de soutien dans leur langue maternelle, ceux en japonais et les cours traditionnels avec les autres étudiants japonais. Qu'est-ce qui est différent? Quels sont les points communs? Voici un exemple d'une école secondaire publique. Je prends l'exemple de l'élève A, qui est venu de Taïwan et est au Japon depuis 6 mois. B est originaire de la Chine et cela fait 9 mois qu'elle est au Japon. Elles sont toutes les deux en 3e année du secondaire. Lorsqu'elles ont commencé, elles n'avaient jamais assisté aux cours de langue nationale de leur classe. C'est un texte du manuel de 3e intitulé « Mine et les flammes olympiques ». L'auteur, Chris Moon, perd sa main droite et sa jambe droite lors d'opérations de déminage au Cambodge. Mais il continue à avancer, il insiste sur l'importance de persévérer, de ne jamais renoncer. Il a été porteur de la flamme olympique. Lors des cours internationaux, ce texte a été traité en 4 heures. 31 questions de compréhension ont été posées lors de l'apprentissage dans leur langue maternelle. Les questions avec un cercle au début sont les questions concernant le message de l'auteur et sur les activités de déminage. En triangle, les sentiments de l'auteur en tant que porteur de flamme et les questions qui portent sur les Jeux olympiques. En rectangle, des questions sur la situation au Cambodge. Vous voyez bien que ces 3 types de questions sont bien réparties et sont bien équilibrées. Ensuite, 39 questions lors de cours d'assistance en japonais. Donc vous avez 3 types de questions
comme pour le cours dans leur langue maternelle. Si vous comparez avec les questions en langue maternelle, certaines questions se recoupent, d'autres non. Et lors des cours dans leur classe, l'enseignant y a consacré 3 heures pour l'enseignement avec 11 questions. Comme vous pouvez le constater, en classe, les questions se concentrent sur le message de l'auteur et les activités de déminage. Enfin, sur le tableau, j'aimerais voir les particularités de chaque partie. Les questions communes aux 3 cours sont dans la partie A, dont 5 sur les particularités corporelles de l'auteur Chris Moon, les raisons pour lesquelles l'auteur a perdu ses membres, le message de l'auteur, il ne faut jamais renoncer. Ce sont des questions qui sont au cœur de la compréhension du texte. Mais ce que nous souhaitons faire, même si ce que nous faisons faire comprendre aux élèves est la même chose, cependant la façon dont on pose les questions est différente. Les questions concernent la particularité corporelle de l'auteur. Or, dans le cours de la langue maternelle, la question posée est « Quelle est la particularité corporelle de Chris Moon ?» Pour répondre à ces questions, l'élève doit identifier toutes les réponses à partir du texte. Donc, c'est à l'élève d'aller chercher. Pour le cours de soutien en japonais, la question sera « Chris Moon n'a pas de main droite ni... » Que porte-t-il à sa jambe droite? On identifie les particularités et pose des questions avec des réponses simples. Donc, on cumule ces genres de réponses simples. Et dans les cours traditionnels, la question sera plus vague. Quel genre de personne est Chris Moon? Les parties en commun B, cours de soutien en langue maternelle et cours de soutien en japonais, les questions sont Chris Moon comme porteur du flambeau olympique. Comprendre la situation au Cambodge. Et dans les cours de classe, les questions se focalisent sur les activités de déminage et le message à transmettre. Donc on voit qu'il y a bien une différence. Mais dans les cours de soutien, les questions suivent l'enchaînement du texte pour que l'élève puisse comprendre dans l'ordre. Dans la partie B, comme pour la partie A, les questions seront posées différemment même s'il s'agit de la même scène. En cours de soutien en langue maternelle, souffre de l'héritage de la guerre. C'est une question directe aux élèves. Donc la question posée en langue maternelle, ce sera vraiment une question directe. La souffrance de l'héritage de la guerre. Et en japonais, dans un premier temps, la question sera plutôt « La guerre est-elle vraiment finie ?» Ensuite, y a-t-il encore des enfants qui souffrent des mines? Enfin, que veut dire l'héritage de guerre? Ces différences reflètent la différence de compétences linguistiques entre la langue maternelle et leur deuxième langue. L'élève a des compétences adaptées à son âge dans la langue maternelle, mais elles sont insuffisantes en japonais. C'est pour cela que l'on commence par identifier les informations nécessaires une par une en japonais. Ensuite, les questions de compréhension seulement posées lors des cours de langue maternelle. Les questions sur le vocabulaire et l'expression en sont un exemple. Les Cambodgiens sont entrés dans des zones dangereuses à cause de la pauvreté. Donc, on traite de cette phrase. L'assistant demande à exprimer cette notion en 4 caractères chinois. Des questions sur les métaphores. Et les élèves pouvaient s'exprimer librement en mobilisant leurs connaissances linguistiques. Donc,
ils pouvaient vraiment utiliser leur langue maternelle pour s'exprimer. Les questions avec des pourquoi ou comment sont caractéristiques dans les cours en langue maternelle. Par exemple, des questions comme quels étaient les sentiments de Chris Moon lorsqu'il a été invité au jeu, pourquoi les Cambodgiens entraient dans les zones à risque. Donc beaucoup de questions avec des pourquoi ou bien des comment. Souvent, les réponses à ces questions ne sont pas explicitées dans le texte. Donc, les enfants doivent trouver eux-mêmes des indices et doivent lire entre les lignes. Donc, en langue maternelle, il est possible de poser des questions qui nécessitent des réflexions complexes et une compréhension approfondie. Réfléchir à ces questions permet de développer les compétences cognitives des élèves. Ensuite, les questions qui sont seulement posées dans des cours de soutien en japonais sont ce que je fais maintenant. Ou, par exemple. Qu'est-ce que font les gens au stade? Qu'est-ce que les gens au stade regardent? Donc, ce sont des questions qui portent sur quand, où, qui, quoi. Ce sont des questions superficielles qui sont écrites dans le texte et ne demandent pas de réflexion profonde. Mais les élèves qui n'ont pas de compétences suffisantes en japonais doivent trouver une solution avec l'aide des camarades ou avec la discussion avec les assistants. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais selon l'évolution du niveau de langue, les questions incluront de plus en plus de questions avec des pourquoi ou bien des comment. Voici une synthèse des questions de compréhension dans les 3 cours. Dans les cours de leur classe, les élèves japonais lisent le texte et saisissent l'essence de l'histoire et commencent à répondre. Mais les élèves étrangers, qui ne sont pas bons en japonais, ont du mal à saisir l'idée de l'histoire. Pour qu'ils puissent participer aux cours de classe, il faut qu'ils comprennent le texte. Donc, ils doivent d'abord avoir compris le texte pour pouvoir participer concrètement au cours de classe. Comprendre le texte n'est pas d'écouter les explications de l'enseignant et de mémoriser la réponse, c'est plutôt d'essayer de comprendre et de résoudre les problèmes et de créer un réseau de vocabulaire en langue maternelle et en japonais pour se faire une idée du monde littéraire dont on parle. En mobilisant toutes les compétences des 2 langues, à savoir la langue maternelle et le japonais, ils doivent avoir des indices pour le soutien à l'aide. Et je pense que c'est ça qui est important pour faire le lien entre les cours de soutien et les cours de classe traditionnels. L'élève A qui a reçu un soutien à l'apprentissage en langue maternelle et qui a ensuite participé au cours de classe dit la chose suivante. Donc l'assistante de langue maternelle pose cette question. Lorsqu'en cours de classe, tu apprends des choses que l'on a vues dans les cours de soutien. Qu'en penses-tu? A répond, je suis très enthousiaste. Je me dis, oui, je comprends. Et l'assistante demande, ah, c'est bien, as-tu envie de répondre aux questions? Et A qui répond, oui, j'aimerais, mais je n'en ai pas le courage. Mais je me dis, moi aussi, je sais, moi aussi, je peux répondre. Et l'assistant qui a vu cela a vu l'importance de comprendre le cours. Pardon. Alors, qu'en pense
les enseignants. J'aimerais vous parler de deux choses. Premier point, les compétences de compréhension n'est pas égale à la compréhension du japonais. C'est le professeur S qui s'en est aperçu. C'est un enseignant de la matière langue nationale et il s'occupe également du soutien dans les cours internationaux. Au début, je me disais, si on commençait à faire un soutien en langue maternelle, on va peut-être décélérer le rythme d'apprentissage en japonais. Mais une fois qu'on a commencé à faire le soutien en langue maternelle, j'ai compris que les compétences de compréhension, ce n'est pas les compétences du japonais, mais c'est vraiment de comprendre le texte. Donc, c'était vraiment impressionnant. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que de ne pas pouvoir parler japonais n'est pas égal aux compétences de compréhension. Donc, il faut vraiment essayer de tirer vers le haut les compétences de compréhension des élèves des cours internationaux. Une découverte en termes de compréhension et d'expression des enfants en langue maternelle. L'enseignant M, en charge de la classe internationale, dit la chose suivante. J'ai été déjà très contente que A et B puissent participer en cours de classe. De plus, c'était une belle surprise qu'il y ait eu des endroits qu'elles ont compris. Jusqu'à présent, on était persuadé que l'apprentissage de la matière de la langue nationale n'était possible que si les élèves comprenaient le japonais. Mais avec l'aide d'assistants en langue maternelle, c'est possible. Par ailleurs, les enseignants en japonais ont découvert la compréhension et l'expression dans leur langue maternelle des élèves étrangers. Donc, l'enseignant ne doit pas décider des limites de compréhension des élèves. Et l'enseignant ne doit jamais réduire les possibilités d'apprentissage des apprenants. J'en viens à ma conclusion. Les 3 cours ne répètent pas 3 fois la même chose. Les questions de compréhension avec des contenus et des objectifs différents sont complémentaires et se structurent organiquement pour approfondir la compréhension de l'élève. Grosjean dit, je cite, le bilingue parle plusieurs langues, mais sa compétence linguistique est une. Le soutien à l'apprentissage avec l'usage de la langue maternelle permet la participation en cours de classe et enrichit les compétences globales de l'élève. Les enseignants qui ont été impliqués dans ces cours de soutien ont compris que l'on ne peut pas appréhender la compréhension et l'expression de l'élève seulement en japonais. Ce qui correspond exactement à la vision holistique de Grosjean. J'aimerais vous parler des enjeux à venir, des défis à relever. Il faut réfléchir à la façon dont on peut connecter l'apprentissage en cours de soutien et en cours de classe. Ça en prenant en compte l'étape de développement, les acquis en langue maternelle, le niveau de leur langue maternelle et du japonais. Il sera aussi important de comprendre, de partager cette vision holistique avec les autres enseignants et avec les autres élèves japonais. Je pense que c'est un défi à relever à l'avenir. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci, Madame Kiyota. Ensuite, Monsieur Yamamoto, à vous. Madame Yamamoto, pardon. Je pense que vous êtes en mieux.
lente. On ne vous entend pas, Madame Yamamoto. C'était le contact qui n'était pas établi. Donc, merci beaucoup de me passer le micro. C'est pour moi un grand honneur de pouvoir parler devant vous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs et toutes les personnes concernées. Je suis Yamamoto. Et aujourd'hui, je vais faire ma communication intitulée « Résistance contre le double unilinguisme » en m'appuyant sur mes pratiques personnelles de classe. Je vais d'abord présenter mes pratiques en classe, les idées de base de référence et les outils. Ensuite, je présenterai ce que fait l'enseignant, ce que les étudiants apprennent, enfin, avec des réflexions sur le centre métaphysique des pratiques. Ainsi, j'essaierai de proposer des éléments de discussion ultérieurs. Les travaux pratiques ont été réalisés avec des étudiants en première année de l'université qui se trouvent en province. La plupart des étudiants n'avaient jamais étudié d'autres langues étrangères que l'anglais. Il s'agit d'un cours optionnel, mais comme le montre le diapositive, le pourcentage est bien élevé. Le nombre total d'étudiants en première année étant de 100, le pourcentage représente le nombre réel des étudiants inscrits. Le nombre a été le plus élevé en 2017 avec 86 étudiants titulaires et s'y ajoutaient encore des étudiants étrangers et quelques habitants du quartier, et ce qui fait au total environ 90 étudiants inscrits. Le thème de ce cours est « Étudier une langue de choix et qu'on apprend pour la première fois ». On peut choisir n'importe quelle langue, à condition que ce soit tout à fait nouveau pour les apprenants. Et c'est pourquoi on travaille sur une dizaine de langues chaque année où c'est mon chien qui est agressif lorsque une voiture de distributeur des paquets passe. Bon, je continue. Ou même 15 langues parfois. Les langues étudiées sont indiquées sur le diapo. Les spécificités de ce cours se résument en deux phénomènes. Le nombre d'étudiants qui suivent une langue donnée n'est pas connu jusqu'au début de la première leçon. La deuxième spécificité, parmi les quinzaines de langues choisies, il y a forcément des langues que moi-même, professeur, ne connais pas. Ainsi, dans ce cours, le cours ne se fait pas sous la forme conventionnelle avec l'enseignant qui, normalement maîtrisant bien la langue cible, et il donne des leçons aux étudiants débutants. Mais ici, l'enseignant ne fait qu'aider les étudiants qui se mettent à apprendre une langue qu'ils découvrent. Le point de départ pour construire ce cours était le plurilinguisme. La définition n'en est pas cohérente, mais même dans les divers documents publiés par le Conseil de l'Europe. Mais j'ai trouvé un passage révélateur intitulé « De la diversité linguistique à l'éducation plurielle, guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe ». J'ai traduit en japonais. La traduction japonaise que vous voyez, grosso modo en français, valeur didactique. Elle sert de base de développement actif de la tolérance pour les langues et leur diversité. La prise de conscience chez les acteurs plurilingues de leurs propres compétences les mène à admettre que toute langue utilisée par eux-mêmes ou par les autres ait la même valeur. Maintenant, j'aimerais bien répondre aux questions posées par M. Oki.
Première question, avez-vous adopté des pratiques avancées par CECR? Si oui, lesquelles? Oui, c'est le plurilinguisme. Deuxième question, le CECR met l'importance sur le plurilinguisme en tant que compétence. Je réponds à cette question. J'aimerais mettre autant d'importance sur la compétence et la valeur. Je suis donc plus influencée par le livre intitulé Guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe. Dans ma pratique, le plurilinguisme est considéré sur les deux aspects, compétence et la valeur. C'est pourquoi je m'intéresse plutôt au guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe. Troisième question, qui est de savoir pourquoi faut-il des théories et pratiques différentes de celles qui sont avancées par le CECR. J'y répondrai à la fin de mon exposé, mais il faut dire que je ne trouve pas moyen de résoudre l'étouffement ni de m'imposer à l'attitude qui nie la valeur des autres langues que l'anglais. Et je me suis référée à plusieurs outils pédagogiques, dont surtout CARAP, un cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures. Je l'ai connu lorsque j'ai servi d'interprète pour un des séminaires organisés lors de la visite du professeur Michel Candelier, qui développe des activités de promotion de CARAP dans le cadre du projet du Centre européen pour les langues vivantes. Pendant la préparation de l'interprétariat, j'ai lu beaucoup de documents sur CARAP où les compétences sont représentées comme sur le diapo, et c'était plus attrayant que les descriptions des compétences visées par le CECR. On critique surtout l'insuffisance d'attention pour les niveaux C3 ou C5 du CECR, mais je pense que c'est justement plus important lorsqu'on vise le plurilinguisme comme objectif. On reconnaît généralement 4 approches didactiques dans le CARAP. La pratique que je présente aujourd'hui est sous l'influence des approches plurielles des langues et des cultures. Il s'agit d'un apprentissage qui met en relation la langue cible et celle qui existe dans le répertoire de langue de l'apprenant. Et je voudrais passer à la présentation de la pratique. En pratique, au cours intitulé « Une langue qu'on apprend pour la première fois, qu'on veut apprendre » est composé de 3 volets. Les étudiants font diverses tâches suivant les fiches que je distribue. Après chaque cours, ils ont des tâches à accomplir en dehors des cours, dont une partie déterminée par l'enseignant et le reste est déterminé par les étudiants eux-mêmes. Ce qu'ils auront appris ou découvert en utilisant le système Moodle online, sur ce qu'ils ont compris, découvert pendant la semaine entre le cours précédent et le cours où ils participent ce jour-là. Ensuite, nous passons au rôle de l'enseignant. Voici un passage, un extrait d'un rapport. Exemple, pendant les cours, je n'ai jamais appris ni la grammaire ni le vocabulaire. Alors, que faisait l'enseignant? Je vais vous expliquer, présenter ce que fait l'enseignant. Le rôle de l'enseignant se résume en 6 points, comme le diapo le montre. Regardons un par un. Premièrement, une instruction générale sur l'apprentissage. La base est indiquée par la fiche de travail qui est modifiée selon l'apprentissage même de chaque étudiant. Le diapo montre un exemple de la première semaine.
c'est pour faire découvrir les outils ou les opportunités d'apprentissage pour rechercher la structure de base de la langue cible. Et ces instructions se développent et se compliquent au fur et à mesure que les leçons avancent. Regardons l'exemple pour dire « je suis étudiant ». À la deuxième semaine, ça c'est la tâche de la première semaine. Ensuite, à la deuxième semaine, le pronom « vous » le plus courant dans la langue cible et les étudiants sont demandés de chercher à poser une question sur le verbe. La composition de la première et de la deuxième semaine mène les étudiants à deviner ou imaginer comment dire demander en langue cible « vous êtes étudiant ». Et il est important de préciser que l'instruction ne dit pas de chercher la réponse pour dire vous êtes étudiant, mais l'enseignant encourage les étudiants à d'abord imaginer la phrase sans rien consulter. Et lorsqu'un étudiant arrive à une réponse erronée, il peut réfléchir sur le système de sa langue cible. Et à la deuxième semaine, la tâche est de arriver à compter de 1 à 10. Et le thème de la deuxième semaine est de compter de 1 à 10. Et ensuite, c'est à partir de cette tâche que on demande de comprendre la logique pour indiquer les nombres de 11 à 99. C'est un exemple de la même nature d'extension que la question de deviner. Un autre exemple de la fiche de tâche de la deuxième semaine. Arriver à lire les jours de la semaine en langue cible, en cherchant à savoir s'il n'y a pas de règles pour les écrire. On cherche la compréhension écrite. Voici un exemple de coréen. L'observation nous permet de trouver les points communs du coréen et du japonais, c'est-à-dire que la deuxième lettre sont toujours identiques. Bientôt, les étudiants remarquent que, de même que qu'en japonais, la première et la troisième lettre du mot dimanche sont identiques en coréen comme en japonais. Le deuxième rôle de l'enseignant est d'indiquer la stratégie de l'apprentissage en mettant l'importance sur les points montrés sur le diapo. Je continue la présentation avec des extraits des rapports des étudiants. Le troisième rôle de l'enseignant, une session est réservée pour que chacun présente ce qu'il a compris ou découvert dans sa langue cible auprès des autres membres du groupe de la classe, en commençant à dire « ma chère sœur, mon cher frère » pour expliquer ce qu'ils ont compris. La réaction des étudiants montrait avec le commentaire suivant, même si les langues cibles sont variées, la comparaison a été possible. On peut enrichir le savoir simplement en se transposant les explications des autres langues sur ma langue cible. Au moment de feedback, nous avons partagé ce que les étudiants ont découvert, ce qu'ils ont appris à faire, les stratégies d'apprentissage inventées par les étudiants. Par exemple, la carte de vocabulaire qu'un étudiant de russe a réalisée. En utilisant ce site, il a créé ce site pour étudier les mots russes. Ici, un étudiant a collé sur le mur du cabinet de toilette cette représentation de l'alphabet pour retenir les lettres particulièrement différentes de celles de l'anglais comme Y, W, et cet étudiant a créé un personnage pour la lettre Y ou pour la lettre W. La carte de famille, un étudiant a joué à ces cartes avec la participation de sa propre famille. Un autre qui sait faire des programmes sur ordinateur a réalisé son propre site pour étudier sa langue
sa langue cible à l'aide du langage Scratch. Le jeu allemand Introdom est un jeu de devinette avec l'émission de mots dont la prononciation est proche au mot anglais et celui qui a deviné le premier est gagnant. Beaucoup de stratégies d'apprentissage ont été proposées dans le cadre de mise en commun des informations. On reprend parfois ce que les étudiants ont appris à faire avec quelques commentaires. Et si un étudiant dit qu'il arrive à lire le russe, il faut faire le louange en disant que tu es capable de lire les alphabets cyrilliques. Quand on sait lire le russe, on est capable de lire Ukraine, biélorusse, bulgare, etc. Le quatrième rôle de l'enseignant, c'est la proposition de modèles d'apprentissage. Je ne donne jamais de réponse aux questions des étudiants, mais parfois, tout simplement parce que je n'avais jamais étudié la langue en question, tout simplement, je refuse toujours de donner une réponse directe. Mais je montre souvent comment il faut étudier, comment il faut chercher. Le diapo montre une conversation avec un étudiant dans un cours. Cet étudiant avait établi l'hypothèse que la langue cible était le chinois. Et la prononciation à peu près, et permet de demander si on peut commencer. Et cet étudiant l'a prononcé sur son smartphone. La traduction automatique a donné, si on traduit en anglais, Can I open? Et ce n'était pas Can I start? Comme il voulait obtenir comme réponse. Le smartphone a capté la prononciation et a reconnu ce que disait l'étudiant. Et cet étudiant était très content d'avoir la réponse de la part du smartphone, mais ensuite, il s'est rendu compte que c'était ce qu'il cherchait exactement. Alors, je lui ai conseillé de réfléchir avec les caractères chinois. Ce mot se compose avec deux caractères chinois. Et le premier signifie ouvrir. Donc, le smartphone a reconnu seulement le caractère ouvrir et non pas commencer. Comme cette conversation est un exemple qui montre que l'enseignant a essayé de trouver que la connaissance du caractère chinois en japonais est un avantage pour étudier le chinois. Le cinquième rôle de l'enseignant, c'est de proposer des occasions de rencontrer des acteurs plurilingues. On invite parfois une vingtaine de personnes parlant plusieurs langues qui habitent dans le quartier ou des étudiants étrangers que nos étudiants ne rencontrent guère, afin de leur offrir des occasions d'utiliser la langue cible de chaque étudiant. Le dernier point du rôle de l'enseignant est de relativiser les phénomènes ou les sentiments que les étudiants ont trouvés. Et si les étudiants expriment des inquiétudes, des difficultés, l'enseignant présente le contexte des inquiétudes et les difficultés. J'explique souvent avec le contexte japonais. Par exemple, je donne un autre exemple pour qu'ils comprennent bien la situation. Souvent, la question qui demande est-ce qu'il existe une langue qui n'a pas de temps verbaux? Pour y répondre, j'insiste que le fait que les verbes n'ont pas de temps, le passé ou le présent, et le fait que le verbe n'exprime pas le concept du passé ou du futur sont deux choses différentes.
Puis, je fais remarquer qu'en japonais, les verbes n'ont pas de forme pour le futur et que les verbes japonais se conjuguent seulement en deux formes, passé ou non passé. Un autre exemple d'inquiétude récurrent qui m'a demandé, j'ai posé une question à des natifs de ma langue cible. On m'a répondu que c'était impossible d'expliquer. Pour répondre à cette question, après une expérience similaire d'exemple en japonais, on peut en profiter comme occasion de faire réfléchir comment profiter de l'exemple d'un natif. Et j'ai donné un autre exemple. Kobatsu, qui est une forme erronée, Kubaru, mais un étudiant étranger a réussi à former la forme voulue avec un verbe qui n'existe pas. Et cet étudiant japonais était un peu perdu parce qu'il comprenait ce qu'il fallait faire, mais il ne savait pas expliquer. Alors, en analysant les réactions des étudiants, j'ai analysé les réactions et le résultat est montré sur le diapo. Sur les compétences, les étudiants m'a montré la réaction d'avoir étudié vraiment à fond, ou étudié la langue après avoir compris les éléments de base, ou ils se sont intéressés à établir des hypothèses avec acharnement. Les points communs que nous avons trouvés, que c'était le plaisir ou la jouissance d'apprendre une nouvelle langue. Il disait, ça m'a fait grand plaisir, c'était excitant, la sensation d'utiliser telle langue, j'ai envie d'utiliser et apprendre davantage. Voilà, ce sont des exemples de réactions. Bien que je travaille depuis longtemps comme professeur de japonais, mais comparé à mes étudiants, les étudiants étrangers qui apprennent le japonais ne montrent pas autant de joie. La photo en bas montre des étudiants qui apprennent l'allemand. Ils jouent au jeu qu'ils appellent corbeille de fruits de l'allemand. Et pendant la pause, ils s'amusaient à faire ce jeu. Ensuite, sur l'attitude des étudiants sur la langue maternelle, et beaucoup d'étudiants ont fini par faire des redécouvertes de la langue première, de la langue maternelle. C'est un commentaire d'un étudiant dont la langue maternelle est japonais. Et il disait qu'il comprenait très bien le japonais, mais il a découvert qu'il ne l'avait pas compris autant. Troisième est un commentaire d'un étudiant dont la langue première était le coréen. Et il a découvert la correspondance de la prononciation de A et O entre le coréen et donc il y a des éléments que les étudiants découvrent à travers les cours. Et toute redécouverte mène les étudiants à la relativisation des réflexions sur ce qu'est la langue même, ou c'est la prise de conscience de l'équivalence des langues. Jusqu'ici, les acquis des étudiants ont été présentés selon les différents aspects. Je vais aborder quelque chose de plus fluide, difficile à saisir, avec des analyses logiques. Étudier une langue nouvelle, c'est de voyager, a écrit un étudiant.
C'est vrai que l'étude d'une nouvelle langue peut nous ramener à un voyage dans la vie. C'est une citation d'un étudiant qui a étudié Swahili. Et il disait que la faculté où notre pratique a été effectuée, il disait que en étudiant cette langue swahili, j'ai commencé à imaginer la vie, le pays, et il y a un mot qui dit poulet poulet en swahili, et c'est mon mot préféré. Et je me suis rappelé que j'ai pris conscience du rythme de ma vie. Et apprendre la langue, apprendre la culture et connaître les idées sur le monde, c'est difficile de qualifier brièvement ce que j'ai appris. Mais en conclusion, je suis content d'avoir appris le Swahili. Et tout simplement, il a choisi cette langue Swahili quand il a vu quelqu'un parler cette langue à la télévision. Et il a participé à un stage au Kenya pendant les vacances de printemps et après il y est allé et passé 1 an à Kenya et en Tanzanie. Donc ce cours d'initiation à une langue étrangère a fortement marqué sa vie. Et la faculté où notre pratique a été effectuée et recommande fortement à tous les étudiants d'aller faire des études à l'étranger. Presque 80% des universités choisies sont non anglophones, alors que presque tous les cours de langue autres que l'anglais ont été supprimés. Cela revient à dire aux étudiants que les langues autres que l'anglais n'ont pas de valeur ou on peut en supprimer l'enseignement au profit de l'anglais. Notre pratique, pour moi-même, est un moyen de résister contre les messages dissimulés et émis par les universités. L'idée unilinguisme double, à savoir le japonais à l'intérieur du pays et l'anglais pour l'extérieur, et le japonais à l'intérieur du pays et l'anglais pour l'extérieur. Notre pratique, c'est une alternative possible à présenter ou offrir aux étudiants dans le contexte de nombreuses contraintes réelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Yamamoto. Monsieur Fukushima, qui est le discutant, s'il vous plaît. Je vais vous présenter Monsieur Fukushima un moment, s'il vous plaît. Monsieur Fukushima est professeur des études de l'enseignement du japonais au master de Waseda, l'université de Waseda. Il est spécialiste de l'éducation japonaise et des politiques linguistiques. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup de m'avoir nommé discutant. Je suis Seiji Fukushima. J'aimerais vous parler un peu du contexte. Je travaille dans le département de l'enseignement du japonais à l'université de Waseda. Je suis spécialisée dans l'enseignement du japonais. Mais mon cadre de recherche, c'est la politique linguistique. Donc, je m'intéresse à la relation entre la société japonaise et la langue, et c'est cela qui m'a particulièrement intéressée. J'aimerais vous parler de la relation entre les langues et la société. Ensuite, je vous poserai des questions. Par le passé, en tant que spécialiste du japonais du Fonds des échanges internationaux, j'ai passé 3 ans en Hongrie et 4 ans au Royaume-Uni. Pendant ce temps, comment mettre en contexte l'enseignement du japonais comme langue étrangère. Ce sont des choses qui m'ont intéressée à cette époque dans le cadre de politiques linguistiques nationales ou européennes. Et donc, c'était mes recherches.
Et à l'époque, j'ai beaucoup étudié sur le cadre du Conseil de l'Europe. Le japonais en Europe et le japonais au Japon, ce sont deux contextes complètement différents parce que le japonais en Europe n'est ni une langue d'un État européen, ni une langue de minorité qui a une longue histoire en Europe. Certes, c'est une langue d'immigrés, mais le nombre d'immigrés japonais n'est pas très élevé en Europe. Donc, en dehors du contexte de langue de transmission, c'était vraiment une langue étrangère, comme on le dit. Donc, à la moindre conjoncture négative économique, c'était des budgets qui étaient réduits. Mais j'ai toujours manifesté l'importance de l'enseignement du japonais comme langue étrangère pour contribuer à la diversité linguistique et assurer la pluralité des valeurs. En revanche, la situation au Japon, donc le japonais au Japon, est une chose tout à fait différente. C'est la même chose que le hongrois en Hongrie ou bien l'anglais au Royaume-Uni. Comment positionner la langue au cœur de l'État dans un contexte multilingue et multiculture? Je pense que c'est la question qui se pose. L'enjeu principal de la politique linguistique plurilingue du Conseil de l'Europe est de penser à un régime de langue qui permettrait aux habitants de langues et de cultures différentes de vivre ensemble. Donc on parle de participation, d'inclusion, d'intégration. Donc ce sont toutes des notions qui sont évoquées en début de texte des textes rédigés par le Conseil de l'Europe. Mais le plurilinguisme, terme désormais commun ou accepté au Japon, mais n'est pas suffisamment compris dans le sens stratégique. Et Madame Okumura l'a déjà évoqué dans son intervention. Le japonais apparaît, si on n'arrive pas à bien partager ces principes, le japonais apparaît comme un gardien à la participation à la société japonaise pour les citoyens étrangers. Donc, assurer l'enseignement en japonais, lorsqu'elle est fondée sur le monolinguisme, cela peut devenir une oppression. En revanche, l'enseignement du japonais fondé sur le plurilinguisme, Madame Kiyota en a parlé, ou bien l'éducation plurilingue, Madame Yamamoto en a parlé, mène à une inclusivité. Je pense que vos présentations sont des modèles idéaux de cette inclusivité. Donc, je vous ai parlé de la relation entre la société et les langues. J'ai une chose à dire aux participants. Monsieur Fukushima va poser des questions et on n'a pas le temps de vous faire participer par la fonction chat. Je suis désolée pour ceux qui ont déjà posé vos questions sur la fonction chat. J'ai l'impression que sur la fonction chat, il y a déjà des discussions qui émergent. Donc, j'ai un commentaire à Madame Kiyota. J'ai écouté la présentation de Madame Kiyota en pensant à la langue de scolarisation qui a commencé en 2005. Et dans la séance qui va venir, on va pouvoir écouter la personne clé pour cette initiative, Madame Cavalli, et je m'en réjouis. En 2016, un guide pour l'élaboration des curriculums et pour la formation des enseignants, les dimensions linguistiques de toutes les matières scolaires a été publié. Et
Dans ce guide, les compétences linguistiques sont nécessaires pour la réussite scolaire et la participation à une société de connaissances. Donc, la langue qui serait commune à toutes les matières. Donc, les enseignants de toutes les disciplines devraient être sensibilisés aux problèmes de la langue. Dans ce guide, on parle d'enseignants qui seraient sensibles aux langues. Donc, les personnes qui peuvent déceler ce qui est important. Et Madame Kiyota a parlé de ce qu'a découvert un enseignant. Je pense que c'est justement un enseignant qui s'est sensibilisé au problème de la langue. Et dans ce cas, on parle de la langue nationale, la matière Kokugo. Mais pour favoriser la participation aux activités de classe, les enseignants de la langue nationale et de japonais doivent coopérer et doivent comprendre les mots qui structurent les matières et analyser la relation entre la langue et les compétences cognitives et en même temps être sensible aux ressentis des élèves qui l'utilisent. J'en viens à ma question. J'ai une question qui m'interpelle depuis un moment. Dans le guide dont je vous ai parlé tout à l'heure, les langues formelles qui servent à réfléchir et à comparer, on parle de langue académique et pour comprendre la langue académique, il faut comprendre la différence entre l'oral et l'écrit, le texte, le discours, les fonctions cognitives de la langue, mais aussi le genre. J'ai un souvenir sur ce terme de genre. Il y a 20 ans, j'avais fait un petit job de soutien du japonais, il y a 20 ans, dans une école primaire. Et le premier jour, un enfant m'a apporté le sujet du manuel de langue nationale intitulé « Une histoire, le dieu des chaussures de paille ». Donc déjà dans le titre, on a les chaussures de paille, c'est déjà difficile à comprendre et même dans le texte, il y a beaucoup de dialectes. Donc dans la matière langue nationale, ce genre d'histoire, il y a beaucoup de ce genre d'histoire. Et donc pour un enfant japonais, c'est peut-être nécessaire afin de partager un imaginaire commun, collectif, mais qu'en est-il pour un enfant étranger? Comment positionner ces genres d'histoires pour un enfant étranger? Pendant vos activités, y a-t-il des choses à prendre en compte selon les genres, par exemple les genres littéraires, par exemple? Donc ce sera ma question à Madame Kiyota. Je pense que ce sera en lien avec la culturalité de la langue nationale. Merci beaucoup de votre question très pertinente. Comme vous l'avez bien pointé du doigt, quand on propose des textes de matière de langue nationale aux élèves étrangers, ça ne va pas comme pour les étudiants japonais et les élèves japonais. Ce n'est pas seulement une question de compétence du japonais parce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte et c'est important d'être conscient de cela. Ce sera le point de départ. Vous avez parlé du titre du dieu des chaussures de paille. Par exemple, quand vous pensez à un texte qui commence par les fleurs de cerisier qui commencent à tomber et tout de suite pour un élève japonais, l'élève japonais comprendra qu'il s'agit du printemps, mais un élève étranger n'aura peut-être jamais vu de fleurs de cerisier. Donc il faut tout d'abord
commencer par se dire peut-être que cet élève ne connaît pas de fleurs de cerisier. Les fleurs de cerisier ou bien les chaussures de paille, on peut leur montrer en montrant des photos. Mais quand on parle de chaussures de paille, ça implique qu'il y a beaucoup de neige. Ce sont des enfants, c'est une époque. Ou bien l'atmosphère ou des fleurs de cerisier. Tout ça, l'ambiance ne peut pas être transmise seulement en photo. Ce qu'on fait dans ce cas-là, il y a plusieurs élèves en cours de soutien, il y a un assistant, plusieurs élèves. Par exemple, s'il y a un élève qui vient d'une région où il y a beaucoup de neige, on leur pose la question « Comment vous vous sentez quand il y a beaucoup de neige, quand vous marchez dans la neige ?» Et on leur demande de parler dans leur langue maternelle. Donc, l'information de l'origine de l'élève est très importante. Et donc, on arrive à partager l'image qu'inclut les chaussures de paille. Donc, ce n'est pas seulement l'enseignant japonais qui va donner des instructions ou donner des informations. Et en même temps, utiliser vraiment les connaissances dans leur langue maternelle. Donc, on va essayer de mobiliser les acquis des élèves dans leur langue maternelle. Par exemple, en deuxième année de secondaire, on va parler des dits de Heike. Bien sûr, ces élèves ne connaissent pas les périodes de Kamakura. S'il y a un élève originaire de Chine, on va utiliser l'histoire des 3 royaumes parce que il y a et bien sûr il y a l'histoire de la bataille de la mur rouge. Donc on va faire le parallèle entre l'histoire les dits de Heike et les contes d'histoire des 3 royaumes. Et on va se poser la question que va faire l'armée de la famille Heike. Donc c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas, mais il y a toujours des astuces, peut-être des connaissances qu'on peut mobiliser pour comprendre le texte. C'est ce genre de soutien que nous faisons. On peut également partager les expériences, par exemple une histoire de Brojin. Par exemple, les éléphants, les étudiants, les élèves qui sont partis de leur pays natal peuvent comprendre ce que ça fait, le ressenti de quitter son pays natal. Et donc, on va essayer de comprendre ce que ressent la personne qui va quitter sa région natale et essayer d'entrer dans l'univers de l'histoire. Donc, vous m'avez posé une question sur le genre de l'histoire littéraire. C'est la même chose dans le soutien. Donc, on va discuter avec l'enseignant. Ce n'est pas parce que c'est une histoire ou bien que c'est une histoire classique. On va également enseigner les poèmes japonais. Donc, on va mobiliser toutes les connaissances de l'élève. Donc, on va lire cela avec la connaissance de la langue maternelle ou bien des acquis de l'élève. Merci beaucoup. Ne pas souligner la spécificité de chaque culture, mais essayer de trouver l'universalité des cultures différentes, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment une éducation pluriculturelle, n'est-ce pas? Ne pas essayer de déceler, de saisir la spécificité, essayer d'imaginer ce qu'on ne comprend pas ensemble. Je pense que c'est la clé de la compréhension.
Donc, essayez de trouver le point commun au sein des spécificités, n'est-ce pas? Merci. Je me tourne vers Madame Yamamoto. J'aimerais vous poser une question plus macro. Madame Yamamoto, vous avez traduit guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe. Et dans ce guide, on parle du plurilinguisme comme valeur. On parle de la sensibilité linguistique, de l'intercompréhension, des activités d'intercompréhension. Cela montre que, en plus des découvertes cognitives, cela fait évoluer l'affect. Ça peut avoir une influence sur le développement humain des élèves. Mais vous avez des activités dans des universités de province. Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé dans un espace local? Dans votre titre, vous dites la résistance à un double monolinguisme. Dans une société où on serait débarrassé de ce double monolinguisme, qu'est-ce que se passera-t-il? Quelles valeurs émergeraient? Et quels sont les obstacles de ce double monolinguisme? Dans un contexte d'université de province, de ville de province, quelles sont les évolutions que vous attendez? Merci. Merci pour la question, bien qu'elle soit difficile à répondre, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Tout d'abord, l'unilinguisme double, ou plutôt la domination de l'anglais dans les conditions de l'enseignement. À l'université où je travaille, qui se trouve en province, et c'est dans une faculté tout à fait nouvelle où je travaille, et ils ont, pour ainsi dire, peur du ministère de l'Éducation, parce que les étudiants sont jugés capables d'aller faire des études à l'étranger ou pas selon les notes obtenues de TOEIC. Les étudiants sont évalués par les notes de TOEIC, c'est-à-dire le test d'aptitude de l'anglais. Et j'ai dit dans mon exposé que 80% des étudiants peuvent aller et faire des études à l'étranger, mais ils disent que comme j'ai eu telle note, je ne peux choisir que tel pays. Et d'autres disent, moi j'ai eu tel test et donc je peux aller dans tel pays. C'est vraiment dommage parce que il y a tellement de possibilités qui ne peuvent pas être jugées par les notes de TOEIC. Mais malgré tout, à travers l'apprentissage de l'anglais, il y a des étudiants qui ont renoncé à s'améliorer en anglais, mais on peut offrir aux étudiants qui avaient pris une mauvaise note en TOEFL, le TOEIC, et on peut encourager ces étudiants et on peut élargir leur champ d'imagination, augmenter leurs compétences ou capacités. Et le guide pour établir la politique de l'enseignement. Et c'était difficile de trouver le mot de traduction parce que dans le titre en français, il y a le mot politique linguistique. Et il ne s'agit pas des politiques de l'État, mais les politiques locales sont incluses. Et pour l'élaboration aussi,
C'était juste pour le choix du mot, de traduction en japonais pour traduire la politique linguistique. Mais ce que je voudrais insister est qu'il faut changer le système d'évaluation des compétences des étudiants seulement avec le test de TOEIC. Et nous avons réussi à changer une partie de ce système rigide. Et nous avons eu beaucoup de bonnes réactions de la part des étudiants qui suivaient le cours d'initiation à une langue nouvelle. Et il y en avait qui étaient allés dans le pays où on parle leur langue cible. Et ils reviennent, ils racontent ce qu'ils avaient découvert ou appris auprès des autres enseignants aussi. Et il y a eu beaucoup de préparation préalable pour changer, pour introduire ce cours et pour. Je pense que je n'ai pas répondu directement à votre réponse. Vous avez changé le système en vous écoutant. Je sens votre colère. Et vous avez dit, oui, c'est peut-être impoli de dire cela, mais on sent qu'on ne voit plus à cause de ce que représente l'anglais et je sens que vous sentez une colère envers ce monolinguisme et que les gens n'arrivent plus à voir, les étudiants n'arrivent plus à voir à cause de l'hégémonie de l'anglais. Donc, si on arrive à échanger, on pourra peut-être faire tomber ce mythe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Fukushima. J'aimerais remercier également Mesdames Kiyota et Mesdames Yamamoto. Mais Monsieur Fukushima, il a toujours des questions polémiques. Merci beaucoup pour vos questions très pointues. Donc, nous allons procéder. Madame Kiyota nous a parlé de l'enseignement du japonais en utilisant la langue maternelle des élèves. Donc, il y a un point commun avec la première partie, l'intervention de Monsieur Mori, le lien entre l'éducation de la langue nationale et la langue étrangère. Je pense qu'il y a un point commun entre ces deux intervenants. La langue maternelle, la langue nationale pour les Japonais et l'anglais. Et pour Madame Kiyota, vous utilisez la langue maternelle des élèves et vous utilisez également le japonais dans l'enseignement. Et le livre que vous avez cité, Parler plusieurs langues, le monde des bilingues de Grosjean, vous avez cité Grosjean dans votre intervention. Et j'aimerais passer à l'intervention de Madame Yamamoto. Est-ce que j'aimerais changer l'écran? Donc, j'en viens à l'intervention de Madame Yamamoto. Vous avez présenté CARAP. Peut-être que certains ne connaissent pas CARAP. C'est des 4 méthodes. C'est la méthode didactique intégrée. Comment pratiquer le plurilinguisme dans le cadre de ces phares, CARAP. Vous avez un site magnifique sur Internet, donc vous pouvez vous référer à ce site. C'était également dans la présentation. En anglais, c'est FREPA et il y a également l'explication en anglais et en français. Donc, dans ces phares, il manque un peu l'aspect plurilinguisme et c'est CARAP et FREPA qui arrivent à
faire le complément. Donc, dans la première table ronde, on a parlé des enjeux du plurilinguisme. Donc, on a parlé de la difficulté de partager les principes du plurilinguisme. On a dit que c'était l'enjeu, mais ce que nous a dit les professeurs Kiyota et Yamamoto, c'était vraiment une proposition de solution à ces problèmes, à savoir, en plus des efforts de communication entre les parties prenantes, il fallait également que chaque enseignant pratique l'éducation fondée sur le plurilinguisme. Je pense que pour résoudre les enjeux, pour relever ces défis, il faut que chaque enseignant pratique ce plurilinguisme. Ceux qui m'écoutent doivent se dire tout le monde n'est pas dans un environnement éducatif comme pour Madame Kiyota ou Madame Yamamoto. Nombreux sont ceux qui doivent suivre le curriculum qui est déjà prédéfini. Donc, nombreux sont ceux qui ne peuvent pas pratiquer cela. Donc, j'aimerais citer ce que Daniel Coste a dit en 2015 dans son article. Je cite, « Aussi longtemps qu'une innovation didactique ne peut s'accompagner de modalités d'évaluation qui lui soient compatibles et reconnues comme telles, aussi longtemps qu'elle ne trouve pas un nichage adéquat dans les curriculums, elle court le risque d'une marginalisation durable quand même elle bénéficierait d'un succès d'estime. » Fin de citation. Bien sûr, c'est difficile, mais il ne faut pas renoncer. Une façon de le faire, c'est de l'intégrer dans les disciplines existantes. Et je suis désolée de revenir à moi-même, mais professeur Nishiyama et moi, avec Jean-François Graziani, un Français, nous avons créé un manuel scolaire de français, la grammaire active du français. Et c'est un manuel de grammaire. Donc vous voyez grammaire dans l'intitulé. Et vous avez comme sous-titre pour une initiation au plurilinguisme et au pluriculturalisme. Donc, chaque leçon comprend 4 pages et à la 4e page, comme vous pouvez le constater, soyons plurilingues et pluriculturels. Et vous avez des questions et on y répond tous ensemble. Donc, 75% c'est de la grammaire, mais les 25% restants traitent du plurilinguisme et du pluriculturalisme. Je pense que c'est une bonne façon de procéder, mais nos participants sur Zoom, excusez-moi, je vais en parler demain. Certains, vous vous dites que c'est possible parce que c'est à l'université d'intégrer ces genres de méthodes et que c'est difficile jusqu'au lycée, de faire ça. Que faire? Je me suis trompée de bouton, excusez-moi. Comment faire pour retourner? Je voulais faire un partage d'écran. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, un petit problème technique. Je continue. Est-ce que vous pouvez changer quelque chose, Daniel?
Il faut que je cesse le partage d'écran. Je pense que c'est difficile, par exemple, au lycée ou au collège. Je pense que ça sera difficile au Japon, en effet, parce que l'éducation jusqu'au lycée, c'est la spécialisation de Mayo Oyama. Pourquoi c'est difficile? Parce que dans le temps limité de la langue étrangère, comme Madame Okumura l'a dit, il faut acquérir 4 compétences de façon équilibrée. En plus, l'objectif, c'est de devenir comme un locuteur natif. Comme vous pouvez lire dans les textes de Sefer, l'enseignement de la langue étrangère fondée sur le plurilinguisme va de pair avec les compétences partielles. Donc, le plurilinguisme va de pair avec les compétences partielles. Madame Okumura en a parlé. On parle de plurilinguisme et pour le pratiquer, il faut vraiment prendre en compte et reconnaître les compétences partielles. Madame Okumura en a parlé en détail. Et sur ce point, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, le livre qui sera publié de la maison d'édition Kuroshio, dans la première partie théorique, j'en parle en détail. Je dis que le plurilinguisme va vraiment de pair avec les compétences partielles et pour reconnaître cela, il faut abandonner le mythe des 4 compétences et le mythe d'un locuteur natif. Donc, j'aimerais clore la session parce que la table ronde arrive à sa fin, touche à sa fin. J'espère que cette table ronde vous sera utile, mais il ne faut pas seulement observer, il ne faut pas seulement attendre parce que cela ne va rien changer. Comme tous les intervenants de la séance, chaque enseignant doit comprendre l'importance d'une éducation fondée sur le plurilinguisme et de pratiquer ce plurilinguisme le plus possible dans leur contexte. Merci encore de votre participation. Merci aux intervenants. Merci au public. Merci aux participants de Zoom. Vous pouvez également regarder Rimo pour ceux qui se sont inscrits sur Rimo. Merci.